Hey, hey, salut la communauté de coups critiques. Ouais, c'est comme ça qu'on commence la nouvelle mini-aventure de Rage 2D, puisque, si vous n'aviez pas vu passer cette annonce, Rage 2D, qui était jadis mon petit projet solo, a rejoint la grande famille de coups critiques, dont j'ai avec moi le plaisir d'avoir une digne représentante aujourd'hui, qui sera notre joueuse invitée pour cette aventure, nulle autre que la très célèbre sorcière Marika. Bonsoir Marika, comment ça va? Bonsoir Félix, ça va très bien et toi? Ça va très bien, je suis fébrile, un peu nerveux, je t'avoue quand même, de relancer les séries Rage 2D. Ça fait pas loin de comme 10 mois, là, en date d'aujourd'hui, qu'on n'a pas joué de Rage 2D. Fait que c'est ça, mais j'ai bien hâte de retomber dans le monde des Terres du Renouveau et toute cette histoire de grandes et de petites personnes. J'ai bien hâte aussi. Et je suis nerveuse également. Pas pour les mêmes raisons, mais voilà, on peut partager cette nervosité. Et voilà. Fébrile en duo. Merci d'ailleurs, Marika, de te joindre à nous pour cette aventure. Marika qui incarnera un personnage, ma foi, haute en couleur. En fait, peut-être pas très haute, mais colorée, disons. Disons ça comme ça. Et pour les auditeurs qui sont à leur première écoute des aventures de Rage 2D, le concept est assez simple. Ce sont des aventures qui permettent d'explorer chacune des classes de Donjon Dragon 5e édition, de niveau 1 à 3, dans des mini-séries de 4 à 6 épisodes. On verra bien où l'histoire nous mène. Et c'est donc des histoires qui sont assez denses dans la mesure où on fait évoluer rapidement les personnages. Et si vous êtes en audio, je vous le donne dans le mille. Il n'y a que 2 personnes. Si vous êtes en vidéo et que vous avez les yeux fermés, ouvrez-les, regardez-nous. Nous ne sommes que 2, fidèles au poste. C'est donc des aventures en solo. Mais on trouvera bien des façons de fournir à Marika et à son personnage des alliés pour cette aventure. Voilà, c'est dit. On dirait que j'ai envie de trouver autre chose avant de se lancer, mais des fois, il faut se mouiller. Alors, lançons-nous dans la petite introduction que l'on a concoctée pour l'aventure qui s'intitule « Jouer dans la cour des grands ». Pour débuter notre aventure, Marika, je t'invite à imaginer une longue route sinueuse. Très peu d'arbres, à l'exception peut-être d'une forêt assez dense, majoritairement composée de conifères, à gauche dans notre vue narrative, dans le plan qui se dessine devant nous. Mais le point d'intérêt, le focus est porté sur une forteresse, ou plutôt devrais-je dire un manoir fortifié, qui surplombe tout en haut de cette route sinueuse, qui sillonne un cap, une flanc de montagne. Donc probablement qu'on a des rafales de vent qui balaient les arbres, qui font tanguer les charrettes, les chariots et les petits personnages qui, l'un à la suite de l'autre, se dirigent vers ce grand monument fortifié, connu sous le nom de Castel du Cap, qui est votre destination, Marika, ou plutôt le personnage que tu nous révéleras plus tard. Mais pour l'instant, notre caméra narrative se rapproche très tranquillement de Castel du Cap et des quelques chariots qui se dirigent tous dans la même direction. Personne ne semble quitter les lieux, en fait. Et puis on voit peut-être de petites colonnes de fumée qui montent des multiples cheminées de ce grand manoir, de style un peu victorien, si on veut. De grands toits très colorés, de grosses vignes qui montent sur les façades de ce bâtiment. Mais ce lieu qui était jadis potentiellement juste une maison noble est maintenant cintré d'une grande enceinte, justement, un grand mur de pierre assez élevé, sur lequel on peut voir quelques pavillons qui battent le vent et quelques petits personnages qui serpentent les murs de la forteresse. À droite de notre caméra narrative, juste pour bien te situer, il y a de grands et lourds nuages noirs qui composent un ciel assez ténébreux. La pluie, peut-être, bat au loin, sur la mer, sur l'eau, loin au-delà des plages de galets, de ce cap immense duquel, si on tombe, on ne se relève pas. Et notre caméra continue à s'approcher, justement, peut-être, d'un petit chariot. On peut voir un grand cheval noir, de très bonne race, probablement un pur sang, qui mène un chariot très finement ouvragé, probablement de l'ébène,
un bois noir excessivement riche. Et sur le côté de ce chariot, un grand pavillon. Un magenta pourpre, on est dans les teintes de mauve, sur lequel est frappé un arbre tortueux, blanc, excessivement vif, et des broderies argentées tout autour. Et il claque comme ça au rythme de la charrette qui tire votre petit groupe. La seule personne que l'on voit pour l'instant, c'est le cocher, avec son traditionnel chapeau de cocher, son grand habit de cuir ciré de cocher, et ses mains noircies très usées de cocher, qui frappe un peu les rênes, et la charrette ne semble pas être pressée d'arriver à destination. Le pavillon bat au vent et on peut voir qu'à l'intérieur de la charrette, notre caméra narrative en profite pour se glisser à l'intérieur de cette dernière. Et on peut voir quelques personnages, en vérité 3 personnes, qui sont assises à l'intérieur. Il y a 2 personnes que l'on n'a toujours pas vues, qui flanquent la charrette et qui marchent à ses côtés. Une marche, devrais-je dire, et l'autre est aussi sur un cheval. Mais pour l'instant, notre attention, notre focus est sur les habitants de cette charrette. Notre caméra narrative va se placer, d'abord et avant tout, sur une femme aux traits qui sont embellis peut-être par l'ensemble de ses accoutrements. Ce qui nous tape à l'œil chez cette femme, c'est immédiatement son charisme, son énergie qu'elle dégage. Un coup d'œil sur cette personne, je suis sûr que tu en as croisé, je suppose même que tu en es une, Marika, une personne comme ça. Lorsqu'on croise ces gens-là, on sait qu'ils ne peuvent pas être mis en cage, qu'ils sont foncièrement libres. Et la personne que tu as devant toi, c'est Dame, ou devrais-je dire Lady, Ruby Weirdwood, de la famille Weirdwood, duquel le blason flanque cette petite calèche. Elle a les yeux tournés vers la côte, regarde au loin les nuages et récite probablement dans une langue ou un dialecte que tu ne connais pas ou peu, un poème, et chante et fredonne, joue avec quelques petites billes. Elle a un petit par-dessus de cuir, des pantalons assez inusités pour l'époque, de grandes bottes de cuir et elle aussi un chapeau qui a une immense plume mauve. Et c'est quelqu'un d'excessivement coloré et pour le peu de gens que tu as pu croiser de cette stature, tu sais qu'elle jure dans le paysage. À côté de toi, assis à ta droite, un petit garçon qui gratte un peu de peinture ou de maquillage qui a été placé sur sa gorge et son cou, son menton. Tu as à côté de toi petit homme que tu as connu dans ta vie, petit homme qui est un petit garçon qu'on a essayé d'affubler des traits d'un homme pour le faire passer pour un de tes compagnons de spectacle. Puisque devant Lady Weirdwood, nous avons 2 petits personnages. Et j'aimerais que tu puisses nous décrire à quoi ressemble ton personnage, mais par contre, je me permets de dire que tu es affublé des plus beaux habits que tu n'as jamais portés de ta vie. Et qui se trouve à côté de Petit Homme et devant Lady Ruby Weirdwood? Donc, devant ces 2 individus se trouve une toute petite alpheline. Et même chez les alphelins, Primrose, de son prénom, est petite. Donc, elle est vraiment miniature. Et ce qui la distingue des gens, c'est sa chevelure qui est énorme. Donc, elle a les cheveux roux, pratiquement orange, très, très, très frisés. Et ses cheveux touchent pratiquement le sol. Donc, ils sont aussi longs que sa personne. Voilà. Et il y a même des rumeurs qui disent qu'il serait magique. Donc, quand elle les coupe, la nuit les fait repousser, puis elle ne peut pas se débarrasser de cette crinière qui la poursuit finalement. Donc, elle a la peau assez blanche, elle a les yeux verts. Et puisqu'elle est habillée d'autres façons que la façon dont elle s'habille à la foire, je dirais qu'elle s'est quand même inspirée de ses vêtements qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle a un pantalon un peu sarouel, si je peux me permettre, sauf que plutôt que d'être un pantalon qu'on pourrait retrouver justement pour une acrobate, puisque c'était un peu ce qu'elle était à la foire, elle a un sarouel, mais il est comme attaché avec des grands volants après ses poignets. Donc, quand elle bouge ses bras, elle a comme un grand voile derrière elle. Donc, ça ajoute une touche un peu plus de noblesse, quelque chose d'un peu plus propre. Et elle a aussi un genre de chemisier avec des boutons à l'avant, quand même assez coloré, peut-être à l'image de Lady Ruby. Je dirais que c'est dans les teintes un peu de bleu et mauve, mais des couleurs assez vives, donc qu'on remarque.
Et sur son visage, elle a un grand sourire. C'est vraiment une femme très, très souriante. Elle est assez jeune. Elle vient tout juste à peu près d'atteindre l'âge adulte chez les alphelins. Donc, elle a à peu près 20 ans, disons. Donc, voilà. Très bien, Primrose. magnifique. Je vois très bien Primrose. Et dis-moi, est-ce que tu penses que Primrose trépide d'impatience, est nerveuse par rapport à l'arrivée à Castel-du-Cap, est relativement calme? Comment tu penses que Primrose se comporte dans ce voyage de quelques jours dans la charrette? J'aurais tendance à dire qu'elle a de la difficulté à rester en place. Mhm. Elle est assez agitée. Je dirais que ça doit la rendre aussi très nerveuse parce que c'est pas le genre d'endroit qu'elle a déjà visité. Donc, elle a été dans la foire toute sa vie parmi des gens qu'elle connaissait. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu ce brin de nostalgie d'être partie de sa famille, disons, de sa grande famille, mais elle a quand même très hâte de découvrir ce qui l'attend dans ce nouvel endroit. Fait que, probablement qu'elle tente de se contenir parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle fasse bonne figure, mais c'est difficile pour elle de rester en place. C'est probablement qu'à certains moments, elle se dit à elle-même « OK, il faut que j'arrête, là, ça doit paraître que je suis trop excitée. » Fait que là, elle essaye de se reprendre un peu comme un enfant le ferait. Là. OK, très bien. Tandis que justement, tu essaies de te parler à toi-même pour rester calme, tu vois apparaître à la fenêtre qui vous permet de voir la côte un homme vêtu d'une armure, de la tête aux pieds, d'une armure de métal très bien travaillée, mais relativement simple aussi. On n'est pas dans la frioriture ici. C'est vraiment une armure qui sert à se défendre, à combattre. Relève la visière de son aume, s'approche et se penche à l'attention de Lady Weirdwood. Et tu le connais, cet homme. Il vous a accompagné depuis les premiers instants que tu as rejoint la compagnie de Dame Ruby. Il s'agit de Florent du Jacquet. Sire Florent du Jacquet. Il te reprend à chaque fois que tu l'appelles peut-être autre chose que Sire Florent. Il a ses armes, il a son cheval, et c'est véritablement un chevalier, tout ce qu'il y a de plus chevaleresque. Mais on n'est pas dans la galanterie pompeuse ici. C'est un soldat, un homme d'armes. Il est votre garde du corps. Il se penche près de Lady Weirdwood, puis il murmure à voix basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Il ne vous jette même pas de regard à toi, puis à petit homme. Nous arriverons bientôt à destination, Dame Ruby. Puis il reprend un peu de galop devant. Et il y a une grosse main qui tasse le pavillon à votre gauche et qui tasse les armoiries de Lady Weirdwood, puis juste un visage très simplet qui te regarde. Une gigantesque bouille, des gagates qui pourraient probablement couvrir l'ensemble de ton torse tellement ils sont grandes. Puis juste un énorme gaillard. Bientôt arrivé. Et c'est Hercule. Hercule qui était l'homme fort dans sa fête foraine et qui a lui aussi été recruté par Dame Ruby. Et votre petit trio de contorsionnistes, danseurs, clowns, hommes forts, peu importe, a été recruté il y a quelques jours auparavant. Et Lady Weirdwood remarque que tu trépides d'impatience. Ses yeux, là, se tournent vers toi. Non, ne soyez pas si stressée, Primrose. Je vous ai recruté tel un homme qui cueille le fruit le plus mûr et le plus goûteux dans un arbre dans sa cour. Comme si, toute ma vie, je savais que vous alliez vous trouver là. Et que j'ai hâte que les gens puissent découvrir votre saveur et votre couleur. Car moi, je l'ai découvert. Et notre caméra narrative quitte de l'autre côté du chariot, se pointe dans le ciel, et on peut voir des cycles de la lune, des cycles du soleil, et on va se transporter dans le temps, quelques jours plus tôt, peut-être disons une semaine. Et lorsque notre caméra narrative replonge et retombe, ce que l'on voit devant nous, c'est une grande fête, un grand chapiteau coloré, en plein milieu d'un petit village très gris. Il y a des grandes torches là, qui brûlent à l'extérieur. Vous entendez une voix dans un cône qui semble... Et là, il y a des feux d'artifice, quelques petites explosions, des gens qui rigolent, qui sortent de ce grand chapiteau, visiblement ivres. Et notre caméra narrative se plonge à l'intérieur du chapiteau et on a devant nous un cirque. Hercule, dans sa grande salopette de cuir, est en train de soulever
au-dessus de lui, sur de grands tonneaux, peut-être 6 personnes montées sur un banc et les acclamations de la foule, tandis que le grand maître de cérémonie est l'homme le plus fort de toutes les terres du renouveau. Mais non, prenez votre mal en patience, car pour vous ce soir, nous avons plus d'une merveille à vous montrer. Et maintenant que vos yeux ont été ébahis par la force d'Hercule, laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre de plus surprenant encore! Et là, Hercule quitte la scène en portant sur lui les 6 personnes. Il y a petit homme qui roule avec son nez rouge, son visage blanc, quelques maquillages, qui fait semblant de tomber, se relève, jongle avec des couteaux. Et puis là, tout à coup, le silence se fait. Il y a quelques miroirs qui sont placés pour se projeter en direction de la scène. Et là, on voit et on retrouve Primrose, dans la prime de son temps, à l'intérieur de ce cirque et de cette foire. Et j'aimerais que tu nous expliques, Marika, quelle était ta spécialité dans la foire des frères Trompettes? Oui, donc ma spécialité, c'était la contorsion. Donc, voilà. Et en fait, une des spécialités de son spectacle, c'était, si je peux me permettre, qu'il y avait un clown dans l'endroit, donc qui faisait des drôleries et tout ça, qui était maladroit. Dans les spectateurs, il y avait probablement beaucoup d'enfants. Et je dirais que c'était le public que Primrose préférait. Donc, elle jouait beaucoup pour les enfants. Et elle faisait un numéro avec le clown qui gonflait des ballons et qui leur donnait toutes sortes de formes. Et le spectacle de Primrose, c'était de tenter d'imiter avec son corps les formes que le clown donnait aux ballons. Et là, les ballons, justement, se distribuaient auprès des enfants. Fait que Primrose faisait rire les enfants en tentant de distorsionner son corps pour prendre la forme des ballons. Et probablement jusqu'à l'éclatement. Elle faisait semblant qu'elle allait éclater. Si elle allait trop loin, le ballon éclatait. Donc, il y avait comme une sorte de duo avec ce clown-là. Voilà. Donc, très bien. Magnifique. Fait que j'imagine là, justement prendre un paquet de formes puis l'animateur, l'un des frères Trompettes, qui crie « Oh, oh, oh! Est-ce peut-être un tigre, un fauve aux dents acérées? Ou non, on dirait plutôt un petit agneau, une branche, un banc, une chaise, une table, une bouteille de vin. Fou! Glou, 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 glou. Hey, hey, hey. Merci, gentes dames. Puis là, les chapeaux qui sont distribués. Et notre caméra narrative passe à travers, j'imagine, ton bras qui est entortillé là, autour de toi, là, passe dans le creux de ton aisselle, puis on se ramasse derrière scène. Et là, j'aimerais ça qu'on joue ensemble avec des ellipses temporelles. Le temps passe. Et à l'intérieur de cette petite pièce, dans la tente, le spectacle est terminé. Tu es là, Primrose. Potentiellement rendu seul. Et là, Primrose, certes, tu es contorsionniste, mais il y a quelques petites notes qui s'échappent, probablement de ta gorge un peu serrée, un peu timidement. Est-ce que tu fredonnes? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu siffles? D'après toi, comment est-ce que tu vis ta musique, Primrose? C'est sûr que je joue de certains instruments, mais je dirais que je ne le fais pas trop en public pour l'instant. J'essaie de garder ça un peu secret parce que dans ma tête, mon travail, c'est d'être contorsionniste. Fait que c'est ça que je dois faire, puis je dois pas me lancer sur d'autres avenues parce que c'est ma tâche. Mais justement, peut-être qu'après un spectacle, en me dévêtissant, en enlevant mes vêtements de scène et tout ça, je suis devant le miroir et je lance des petits puis tu sais, je regarde vraiment derrière mes épaules pour être sûre qu'il n'y a personne. Puis là, je teste encore. Puis comme je souris dans le miroir en trouvant que c'est une belle avenue pour moi, mais je continue de me restreindre puis à ne pas trop vouloir en parler. C'est peut-être que c'est arrivé que certaines personnes du cirque m'ont comme vu, mais j'essayais de garder ça vraiment subtil, puis de leur dire « Oh non, occupez-vous pas de ça ». Puis je faisais probablement une connerie en me revirant à l'envers pour ramener ça encore une fois à la contorsion. OK, magnifique. Ben alors, j'imagine là, que tu es justement en train d'enlever tes apparats de cirque. Et puis, tranquillement, ta petite voix semble soudainement être plus étouffée, puisqu'on a dû rabattre peut-être la toile derrière toi. Tu jettes un coup d'œil dans le miroir et tu vois un reflet. Un reflet que tu ne connais pas. Une dame, grande, le nez assez prononcé, des traits qui ne seraient pas identifiés comme une personne belle. Mais c'est sûr qu'il y a un coup de foudre, puisqu'elle incarne une liberté sauvage, quelqu'un qui ne peut pas être mis en cage. Et la seule chose qu'elle fait lorsqu'elle ferme ce rideau,
c'est qu'elle te regarde dans un regard plein de compassion, un peu rieur. Non, je vous en prie. Continuez, s'il vous plaît. Chantez pour moi. Mais qui êtes-vous? Le spectacle est terminé. Oh, où sont mes manières? Je suis Dame Ruby Weirdwood, à votre service. Puis elle prend un grand chapeau, puis une plume d'un costume probablement, à la plante dedans. La même plume, le même grand chapeau qu'on a vu porter plus tôt dans la charrette. Elle s'assoit sur un tabouret, puise dans les affaires personnelles des frères Trompette, se verse un petit verre de une liqueur herbacée, puis te regarde. Je suis, voyez-vous, dans de graves pétrins. Je devais me rendre dans une fête, un bal, auprès d'un des membres de la monarchie de l'Aigle. Mais malheureusement, hélas, mon barde ayant trempé son pinceau dans un pot qui n'était pas sien, a contracté une virulente affliction. Et il en est mort. Puis elle cale d'un coup sec son verre, puis elle le dépose sur le comptoir, me laissant donc ainsi sans ménestrel. Mais mon oreille est à l'affût d'opportunités. J'ai eu le plaisir d'entendre votre voix après vous avoir vu vous contorsionner dans toutes des positions, ma foi, inimaginables. Avez-vous rêvé d'une vie d'aventure, petite personnage? Eh bien oui, mais je n'ai jamais chanté pour personne. Je ne fais que ça devant le miroir. C'est pour moi-même. Je ne crois pas avoir les capacités d'être une grande ministresse, surtout pas pour une dame telle que vous. Et là, elle essaie maladroitement de faire une révérence, mais c'est pas trop dans ses coutumes. Elle connaît pas vraiment ça. Elle se lève, elle titube, elle pousse le tabouret derrière elle, puis elle prend ton visage par le menton, puis elle relève tranquillement pour plonger ses yeux gris dans les tiens. Vous savez, lorsque les fleurs fleurissent, elles ne le demandent à personne. Elles nous offrent leurs couleurs pour que nous puissions les admirer, les goûter, les sentir, les voir. Et lorsqu'elles se tannent, elles flétrissent. Vous avez votre propre couleur, petite créature. Ne demandez la permission à personne. Mais moi, je vais vous demander la vôtre. S'il vous plaît, chantez pour moi. Elle va comme se retourner puis se regarder dans le miroir. Puis elle n'aura pas l'audace de chanter en la regardant. Elle va chanter, mais en se regardant dans le miroir. Et elle va s'y mettre. Et elle va juste chanter un petit bout. Elle va dire « Retire ton voile, dévoile-toi. Magie, surprends-moi. » Puis là, elle va rougir. Puis elle va se retourner vers la dame. Puis tu vois que au début, cette espèce d'air un peu... je veux dire mesquin, mais c'est peut-être pas le bon terme, rieur, qui prenait un peu ça à la légèreté, est comme assez figée, là, stupéfaite. Diable! J'étais à la recherche d'une ménestrelle, mais je crois avoir trouvé un puits sans fond de talent. Cette voix, vous ne pouvez pas la garder pour vous. Vous devez en faire bénéficier le monde, et encore mieux, les membres de la monarchie de l'Aigle. Oh, le regard qu'ils nous jetteront lorsque je vous présenterai sur scène. Eux qui, avouons-le, portent un certain dédain pour les plus petits êtres. Oh, 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 oh. J'ai une vie remplie d'aventures pour vous, et une bourse bien pleine. Ramassez vos affaires, rejoignez-moi à l'extérieur, mon chariot nous attend. Et d'ailleurs, j'ai aussi recruté ce gigantesque gaillard et le petit clown. Il m'a bien fait rire. Au plaisir de vous revoir dans ma... Oh, votre nom? Ici, on m'appelle Londoyante, mais mon prénom est Primrose. Oh, Primrose, comme cela fonctionne à merveille. Vous êtes une rose sur le point de fleurir et nous pourrons nous délecter de vos couleurs, mais surtout, faire rougir tous ces vieux personnages grisâtres et morgnes qui vivent dans leur grand château, derrière leurs murs de pierre et se délectent de vieux vins gras. Nous, ensemble, nous chanterons.
Elle lève la main dans les airs comme ça, puis notre caméra narrative se pointe sur la main. Puis là, il y a la même main qui est à l'extérieur du chariot, puis qui tente comme ça d'envoyer la main à Sir Florent. Et on est de retour dans notre petite charrette. Sir Florent arrive à côté. « Apportez-moi à boire, s'il vous plaît, Sir Florent. »« Mais, Dame Ruby, nous sommes le matin. »« S'il vous plaît, je vous ai très bien enseigné, messire, de ne point me juger. »« Très bien, madame. » Puis on se ramasse comme ça à l'intérieur du chariot. Et là, tu peux voir, par la fenêtre, les grandes portes de bois qui sont closes et des gardes à l'extérieur de l'enceinte du manoir de Castel-du-Cap. Et je vais te demander pour la première fois de notre partie de rouler un des 20 plus histoire, s'il te plaît. Parfait. Je me lance. 5. 5, ok. T'as voyagé beaucoup, mais majoritairement dans des petits villages et des petites villes. Et pour toi, la monarchie de l'Aigle, mis à part savoir que ce sont eux qui dirigent le royaume, ça dit pas grand-chose. Par contre... Oui, vas-y, excuse-moi, Marika. Et probablement que je suis vraiment très impressionnée juste par les énormes portes en bois. Là. Je dois donner un petit coup de coude à petit homme là, pour faire comme « Regarde ça, regarde où on s'en va. » Fait que je pense même pas tant au nom qu'on m'a nommé. Je suis vraiment juste impressionnée par ce qui s'offre à moi et tout ça semble vraiment plus grand que nature. Très bien. Petit homme, tandis que tu lui donnes un petit coup de coude, regarde, puis plisse les yeux, puis il se retourne très nonchalamment vers Dame Ruby. C'est bizarre. Habituellement, l'aigle, il est d'argent sur un fond mauve. Et là, l'aigle, il est mauve sur un fond d'argent. Est-ce que vous êtes convaincu qu'on est à la bonne place? Puis la Dame Ruby se retourne vers lui, se penche, puis tranquillement lui caresse la joue. Bien sûr, petit homme. C'est que, voyez-vous, les blasons ici sont inversés puisque notre hôte est un bâtard. Il s'agit de le duc, bien que certains le nomment le prince, mais il n'en est pas vraiment un. Mais pour moi, il sera le prince, mon prince charmant, le prince Victor Fitz de l'Aigle. Mais ne l'appelez pas Fitz en sa présence. Autrement, votre tête risque de finir sur l'enceinte, ou bien votre cou dans le nœud de la potence. Et le chariot continue. C'est noté. Très bien. Le chariot continue. Et alors qu'on s'apprête à arriver au pied de la porte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire, Primrose, de particulier, sachant que tu t'apprêtes à rentrer dans l'enceinte, ou est-ce que tu laisses les choses aller puis tout se dirige devant toi comme mené par la vie? J'aurais tendance à dire que je laisse les choses aller. Puis, comme je suis justement très impatiente de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté, je ne voudrais pas ralentir le voyage. J'ai juste hâte qu'on débarque et qu'on explore. Très bien. Tandis que vous arrivez au pied de ce grand mur, ces grandes portes, le cocher tire sur les rênes, le cheval s'immobilise. Puis c'est là que tu te rends compte que vous étiez en mouvement. Là. Comme quand ça fait très longtemps qu'on est en voiture puis que soudainement tout s'arrête autour de toi. Il y a comme un petit mouvement de va-et-vient. T'entends plus au loin maintenant que les sabots ne piétinent plus le sol puis que les roues ne martèlent pas la terre. T'entends quelques petits oiseaux, le bruit des vagues qui balaient le cap. Potentiellement toute une vie, tout un monde que tu n'as plus ou moins déjà exploré avant. La côte, la mer, le large. Et tes yeux se retournent devant, tandis que Dame Weirdwood réajuste ses vêtements, son grand chapeau, sa grande plume, et le cheval, la monture de Sir Florent passe devant. Et là, il y a un gros coup derrière la calèche. Puis il y a juste 2 coups qui sont faits. Et tu sais qu'Hercule vient de s'asseoir en arrière. Les gens sont en attente. T'entends les hommes discuter autour de toi. Et je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. J'ai 18. Oh, quand même. Les oreilles musicales. Oui, parce que tu tends l'oreille. Tu vois pas grand-chose. Les pavillons cachent la majorité des fenêtres. Mais t'entends que Sir Florent semble avoir une discussion un peu... puis un ton, surtout. T'entends pas les mots, là. Mais le ton laisse croire qu'il y a quelque chose qui marche pas.
Comme des discussions un peu saccadées avec les gardes. Il revient au galop, puis il s'adresse à Lady Weirdwood. Dame Weirdwood, nous avons un petit délai, puisque, eh bien, nous ne sommes pas les premiers arrivés, mais quelqu'un devait arriver avant nous. Et ils ne se sont pas présentés. Le duc Marcelin de la Rose. Je crois que vous voudriez voir ce qui s'apprête à se produire, Dame Weirdwood. Ah! Les de la Rose. Évidemment qu'ils étaient trop bien pour venir jusqu'ici. Je te demande de faire un insight, s'il te plaît. Parfait. 18 toujours. Très bien. La marque à atteindre était 15 quand même. Et ce que tu es capable de percevoir, ça fait tout au plus une semaine que tu connais Lady Weirdwood. Elle a essayé comme de balayer ça du revers de la main. Là. Ah, ils sont pas là, tu sais. Mais il y a eu un petit stress, une petite préoccupation dans sa voix. Parce qu'habituellement, bon, t'es pas habitué d'aller dans les balles, mais je veux dire, si quelqu'un est pas là, on barre pas les portes, là. Puis là, puisque quelqu'un est absent, ça semble causer un tumulte, là. Et Lady Weirdwood ouvre les portes, le soleil s'engouffre à l'intérieur de la charrette, puis de la petite voiture. Et petit homme aussi plisse les yeux. Puis il en profite, lui, il quitte la charrette. Lady Weirdwood descend, escortée par Sir Florent. Est-ce que tu restes à l'intérieur de la charrette ou tu sors? Je vais sortir également. Puis si tu me permets qu'on fasse une petite pause, je vais allumer une lumière parce que là, je suis vraiment en train de perdre. Mais c'est parfait parce que ça va être très, très narratif. Parce que dans le fond, tu quittes l'environnement sombre de la charrette et tout à coup, le soleil te frappe. Et voilà. On va s'ajuster. Donc, je sors. Maintenant que le soleil frappe ton visage, tu sors de la petite charrette. Et ce que tu vois devant toi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens. Je veux dire, tu es habitué de voir une bonne population dans les villes, dans les audiences, dans le public. Mais là, il y a beaucoup de nobles autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui sont comme bien habillés, pompeux. Puis tu sais, juste pour te donner une envergure, on parle de peut-être une trentaine de personnes, mais comme il y a des charrettes, il y a des chariots, il y a des coffres, il y a des grands pavillons, puis il y a plein de couleurs autour de toi. Mais toute l'attention semble être portée sur une charrette qui est stationnée juste au-devant de la porte et dont le cocher refuse obstinément de descendre de son siège. Et est-ce que tu te rapproches? Est-ce que tu bats en retraite? Comment tu vois ça, Primrose? Oui, en descendant puis en voyant que comme une trentaine de nobles qui sont là, je vais d'abord tenter d'imiter les gestes de Dame Ruby qui ajustait ses habits là, avant de sortir pour comme me donner un peu de constance. Puis, je vais essayer effectivement de me rapprocher, mais pour l'instant, vu ma petitesse, j'essaierai d'être subtile puis de juste voir si le cocher, il y a des gens qui vont y parler, qu'est-ce qu'il leur dit, pourquoi, tu sais, juste tenter de tendre l'oreille pour voir pourquoi il reste là, puis que tout le monde est attiré vers cette charrette-là. Très bien. Je vais te demander de faire un jet de furtivité. Pas pour nécessairement t'absoudre des regards, là, puis disparaître dans l'ombre, là, mais juste pour passer inaperçu. D'accord. Ah oui, ça là-dedans, je suis pas pire. J'ai eu 19. 19. Ok, très bien. C'est sûr que tu n'es pas invisible. Mais comme tu es flanqué de petit homme puis que vous suivez Dame Weirdwood, tu vois qu'il y a des regards qui sont jetés sur vous. Mais c'est là que tu prends conscience de comme, ok, Dame Ruby, c'est une spéciale. Là. Parce que les gens sont comme habitués. Puis sont comme, ah, elle est flanquée de 2 petits-enfants. C'est donc bien bizarre. Puis vous continuez votre chemin puis vous vous rapprochez du cocher. Et tandis que tu tends l'oreille, tu vois qu'il y a 3 gardes qui le pointent avec leur hallebarde, puis qu'il y en a un qui essaie de discuter avec lui. Vous demanderez de descendre de votre charrette, après tout. Vous n'êtes pas pour bloquer la circulation à la porte, espèce de vaurien. On passera pas toute la journée ici. Et puis, le cocher reste de marbre. Il regarde même pas les gardes. Puis tout ce qu'il répond dans une espèce de petite voix sifflante, c'est « Ma cargaison et mon message s'adressent au prince Victor. » Et on le fera pas venir à l'extérieur en plein jour parce que vous, petit cocher, vous sommez une audience avec un prince. Ma cargaison et mon message sont destinés au prince Victor. Là, il y a ce manège-là qui commence à tranquillement s'étirer, puis tu remarques juste, là, en jaugeant la foule, là, que ça doit faire quand même quelques minutes que ça se passe, voire peut-être des heures, parce que les gens sont tendus, là. Puis là, il y a des nobles qui commencent à jeter des coups d'œil à travers les fenêtres de leur charrette, puis qui regardent un peu le spectacle, puis sont comme, mais voyons, tu sais, pourquoi ça bloque, là?
Il y a quelques pavillons autour de toi, puis on se donnera le plaisir plus tard de rouler, voir si tu les reconnais. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui t'apparaît de dire comme « Ok, ça c'est mes chums. » Mais les gens semblent venir de un peu plus loin. Les charrettes sont assez différentes les unes des autres, puis assez exotiques aussi. Toujours est-il que le temps passe. Est-ce que tu voudrais faire quelque chose pendant ce temps-là, Primrose? Est-ce que sur la charrette, il y a des fenêtres? Sur la charrette du cocher qui ne veut pas bouger? Oui, mais sont obstrués par de grands pavillons, de grands tabards là, qui représentent cette rose d'or sur un fond de verre. OK. D'accord. Puis, est-ce qu'on me laisse quand même assez approcher de la charrette ou comme si je commence à un peu trop m'approcher, le cocher tout de suite fait comme ne venez pas près ou quelque chose comme ça? Avec ton genre 47 de furtivité, tu sais, je pense que tu peux t'approcher, mais si tu essaies de comme aller voir à l'intérieur, ben là peut-être que c'est plus les gardes qui vont essayer de te voir. Tout le monde est un peu comme amassé à l'avant, puis beaucoup d'yeux se tournent vers la charrette, mais il n'y a pas personne qui semble circuler autour. Fait que si tu veux juste t'approcher, voir, sentir ou autre, tendre l'oreille, tu peux, mais si tu essaies de comme regarder à travers une fenêtre, là je vais te demander de faire un jet. Ouais, je pense que j'aimerais ça peut-être faire en sorte de m'approcher pour voir à travers une fenêtre. Mais avant, est-ce que, c'est ça, là, je voulais juste être sûr au niveau de la mécanique, est-ce que je peux faire des sorts ou... Tout à fait, ta magie dans ta voix et dans ta musique. Parfait. Donc, j'aimerais peut-être ça avec prestidigitation et je vais chanter la chanson qui l'accompagne. Faire en sorte d'émettre un petit bruit qui viendrait probablement de la porte du château où se trouve le prince pour faire croire au cocher que le prince sort. Comme le prince va venir le voir, puis pendant que son attention va être ailleurs, j'essaierai de jeter un coup d'œil à la fenêtre. Ok, très bien. Puis, comment est-ce que tu invoques justement cette prestidigitation-là, Primrose? Probablement que je vais me tourner vers les gens qui sont autour de la charrette pour attirer leur attention avec mon chant. Et une fois que j'aurai leur attention, j'espère qu'ils vont se retourner vers le bruit que ma prestidigitation va invoquer. Et je chanterai ce qui suit donc. Mon imaginaire est sans limite. Laisse-moi te montrer les artifices avant que tu me félicites. Voici mes malices. Et là, il y aurait le bruit que je voudrais invoquer près de la porte. Comme les gros gonds qui grincent, là. Puis, je vais te demander de faire un jet de soit de Deception, donc tromperie, à avantage, ou si tu veux, tu peux plutôt profiter de comme essayer de faire un jet de furtivité à avantage pour te faufiler puis aller voir ce qu'il y aurait à l'intérieur de la charrette. OK. Donc, tromperie, j'ai comme l'impression que ça s'appelle pas comme ça. Deception. Ah, oui. Deception. OK. J'ai plus en furtivité, mais j'ai l'impression que tromperie est plus approprié dans les circonstances. Très bien. Fait que donc, je vais y aller avec tromperie. À avantage, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Oui. OK. Appuyé par ton sort et ta musique. Le premier, j'ai eu 20 naturel, donc ça sera 23. Fantastique. Tu vois qu'immédiatement, quand les gonds grincent, tout le monde se tait. Les gardes cessent de discuter. Tous les yeux se retournent vers les portes. Puis il se passe rien. Et toi, tu veux profiter de ce moment-là pour aller jeter un coup d'œil à l'intérieur de la charrette? Oui. Parfait. Alors, tu grimpes, tu te dépêches, puis tu regardes, tu lèves juste un petit pavillon. Est-ce que tu veux comme regarder, plonger à l'intérieur? De la façon que c'est fait, là, imagine-toi une charrette assez standard, une voiture de cocher, là, Cendrillon, là, avec deux belles fenêtres. Là. Est-ce que tu veux te jeter dedans, puis voir, ou est-ce que tu veux tasser le pavillon, jeter un coup d'œil, puis retomber au sol? Je pense que, comme pour y aller avec mon personnage, je vais me jeter dedans. Genre, ça va être le tout pour le tout. Genre, j'ai un peu peur de me faire pogner, fait que je suis juste comme, allons-y. J'ai chanté, je me jette dedans, puis voilà. Parfait. Tu réussis à grimper rapidement sur la charrette, tu profites de cette diversion-là, puis tu passes à travers la fenêtre. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. La marque à atteindre est 12. Autrement, tu recevras de légères blessures. Sauvegarde de dextérité, parfait. Oui. C'est parti. J'ai 12. 12? Fantastique. Et tu vois que c'est peut-être tes vêtements assez épais
te permettent d'éviter les pointes des ronces des centaines et des centaines de roses à l'intérieur de la charrette. La charrette déborde de roses. Puis, à travers la pénombre, bien qu'il y ait un peu de lumière là, qui passe à travers les pavillons et les fenêtres, on n'est pas en pleine nuit, on est le matin, tu remarques que ces roses-là semblent être trempées dans quelque chose. C'est visqueux, c'est humide autour de toi. Là. Puis là, tu veux pas trop bouger pour pas mettre tes mains sur les ronces. Puis tes yeux s'acclimatent tranquillement à la noirceur. Puis tu remarques qu'à travers ces ronces-là, il y a de grands oiseaux, des aigles morts. Que fais-tu, Primrose? Je fais clairement dans la charrette. Et je voudrais encore faire un sort, si c'est possible. Je voudrais envoyer un message. OK, très bien. À qui? À Lady Ruby. OK, parfait. Tu pointes ton doigt dans sa direction. Donc, puis t'envoies ton message. je vais... Ouais, c'est ça. J'imagine que d'où je suis, je peux oui, sans problème. que Sans problème. je sais où elle est. Là. OK, parfait. Je vais pas le chanter tout de suite parce que je vais quand même garder quelques chansons, mais je croyais pas que j'allais utiliser autant de sorts aussi rapidement. Juste me rappeler, il y a un nombre de mots, hein, maximum, que je peux dire? C'est dans Sending, théoriquement, qu'il y a un nombre de mots, mais comme c'est une action puis c'est 6 secondes, moi, de la façon dont je le vois, c'est 1-2 phrases. Mais tu sais, comme limite-toi pas à compter tes mots. Là. Tu y envoies un message, bang, ça part. Là. Ouais. Voilà. Et je vais juste lui dire, je suis dans la charrette et il y a énormément de fleurs. Je ne sais pas comment m'en sortir. Celles-ci sont englutinées. Il y a des aigles morts. Elle est paniquée. Là. Elle fait juste dire qu'est-ce qui lui vient à l'esprit comme ça. T'entends sa réponse dans ton esprit. Puis, bien qu'elle soit toujours un peu légère, volatile, sa réponse est très très sec. Sortez immédiatement de là. OK. Je vais écouter cette femme sans hésiter. Sauf que, est-ce que je pourrais tenter de prendre une des roses sans... Tu sais, je voudrais vraiment... Tu sais, vu que j'ai vu qu'il y avait comme du liquide et qu'avec les aigles morts, je pense que je suis assez intelligente pour comprendre que le liquide n'est pas un bon vin duquel on va se délecter. Là. J'aimerais ça tenter d'en prendre une, peut-être, pour l'amener puis comme la Sans montrer. problème. Est-ce que tu veux prendre le temps rapidement, tandis que tu prends une rose, d'investiguer, voir s'il y a d'autres choses autour de toi? Ou est-ce que tu veux te sauver? Ben, comme... Ouais, attends. Je pense que je voudrais observer, mais en même temps, je le ferai très rapidement. Là. Tu sais, je veux dire, je vais observer rapidement si je vois pas d'autres choses que les roses et l'aigle, mais genre, je vais vraiment pas mettre trop d'attention. Là. Parfait. Mais dans ce cas-là, ça va être un jet d'investigation, mais à désavantage. Et la marque à atteindre est 12. C'est ça à quoi je m'attendais. Parfait. Et si jamais, vu que j'ai la caractéristique chanceuse, si jamais j'ai un 1, même si je suis à désavantage, est-ce que je peux rebrasser? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, le premier, c'est 16. Mais juste un T2. Le deuxième. Ouais, le deuxième, c'est 3. Donc, ce sera 3. Excellent. Est-ce que tu utilises ta chance? Ah, c'est juste sur un 1, hein? Quand j'ai 1, ouais, puis là, j'ai eu 2. C'est vrai. Très donc, bien. Voilà. Fait que là, tu regardes autour de toi, puis tu essaies de voir ce qui se passe. Puis là, tu tasses des trucs. Là, mon Dieu. Ah, puis là, tu prends juste une rose, tu la mets à l'intérieur de ta veste. Puis est-ce que tu ressors par la même fenêtre que tu es rentré ou par l'autre fenêtre de l'autre côté? Non, par la même fenêtre. Très bien. Je te demande de faire un jet de furtivité, s'il te plaît. OK. D'accord. Furtivité. J'ai eu 20. 20. Fantastique. Tandis que tu sors, la charrette craque, mais au même moment, là, les gonds grincent pour vrai. Puis les portes s'entr'ouvrent. Puis tu profites de cette distraction-là, tu sors, tu glisses, puis tu remarques que tes vêtements sont noircis, là, sont sales. Il y a un peu de liquide sur toi, là. T'as les mains sales aussi, là. Puis là, tu bats un petit peu en retraite, puis petit homme, il voit, tu sais, puis il cache, là. Il prend son espèce de grand manteau, puis il le dépose sur tes épaules. Puis il te regarde d'un coup d'œil, puis comme, mais qu'est-ce que t'as fait, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis tous vos yeux se tournent
Et à travers la porte, tu vois sortir un homme qui, sans même te poser la question, c'est sûr que c'est le prince Victor. Il dégage une autorité autour de lui. Il scrute les gens, fait quelques petites salutations. Il a les cheveux et la barbe un peu grises, de grands cernes sous les yeux. C'est un homme qui inspire l'autorité, mais t'as pas besoin d'être médecin pour savoir qu'il y a quelque chose qui se trame, là. Il dort mal, il est pas bien, là. Il est pas dans son assiette, là. Il a le teint grisâtre un peu aussi. Et peut-être que tu te dis que ça a rapport avec le fait que une information que Dame Ruby vous a partagée, c'est que le prince Victor a perdu sa femme. Et ça a 6 lunes. Et la raison pour laquelle vous êtes réunis pour les festivités, c'est que c'est aujourd'hui le début d'une nouvelle lune. Et ça annonce du même coup le début d'une nouvelle saison, l'été, qui était la saison préférée de sa femme, Different. Il a voulu faire cette grande fête, inviter les nobles à se réunir à Castel-du-Cap. Mais visiblement, il est affecté par le deuil. Il regarde les gens, réajuste ses vêtements super simples avec le blason de l'aigle bâtard. Il marche vers le cocher. Puis ses yeux bleus, gris, le percent, puis tu reconnais les traits de la famille de l'aigle. Il semblerait que vous avez un message pour moi, cocher de la rose. Puis le cocher descend de son siège. Le prince Victor le suit. Puis là, tout le monde comme les suit du regard, puis il y a plein de murmures. Puis le cocher se retourne vers le prince qui est maintenant flanqué de 2 gardes. Oui, mon prince. Un message du duc Marcelin de la Rose, qui malheureusement est indisposé et qui vous le souhaite également. Puis il ouvre les portes. Puis toutes les roses déferlent sur le sol. Puis tu vois que ce dont elles étaient gorgées, c'est de sang. Et il y a les aigles morts, les carcasses qui tombent au sol. Puis à travers cette déferlante-là, il y a plein de cris de stupéfaction autour de toi, là. Les gens sont choqués, là. Puis le prince reste de marbre. Le cocher grimpe dans la charrette, va chercher un petit coffret, s'agenouille devant le prince, puis l'ouvre. Le prince prend à l'intérieur quelque chose. Semble être un parchemin. Est-ce que tu voudrais essayer d'aller lire ce qui est écrit sur le parchemin, te positionner différemment, essayer de tenter quelque chose ou tu restes lauté avec ton par-dessus? J'ai envie, mais j'aimerais ça d'abord jeter un coup d'œil à Dame Ruby pour voir, elle, comment elle réagit à ça. Est-ce qu'elle a l'air, elle, de vouloir aller voir ou elle reste de marbre à l'endroit où elle était? Quand tu la cherches du regard, tu vois qu'elle est flanquée de Sire Flavien qui est descendu de son cheval, qui est à ses côtés, la main sur la poigne de son épée, prêt à voir comment tout ça, ça va se dérouler. Puis elle, tu vois qu'elle sue. Elle essuie avec un mouchoir, un peu de sueur sur son front. Elle est très, très inconfortable. Mais elle ne bouge pas. De son point de vue, là, en ce moment, il n'y a pas grand monde qui peut voir ce qui est écrit sur la lettre. Même les gardes détournent le regard parce que la lettre ne leur est pas adressée, là. Il y a juste le cocher de la rose, le prince, les 2 gardes qui sont à proximité. Les 2 gardes ne regardent pas, le cocher les yeux au sol. Si tu veux, tu peux essayer d'aller voir, là. Je ne suis pas tenté le diable, là, mais... Non, je pense que j'ai déjà pris des risques en me jetant dans la charrette. Je dois être un peu nerveuse après cette mésaventure. Je resterai près de petit homme. Très bien. Il y a un petit moment qui passe, le silence, puis les murmures se taisent, là. Puis le prince replie la lettre, la place à l'intérieur du coffret, le rabat, murmure quelque chose à ses gardes, tourne le dos, rentre à l'intérieur du castel. Puis tu vois que les gardes saisissent le cocher. Puis il traîne avec eux. Puis il s'approche, puis il y a le capitaine des gardes qui semble se présenter. Puis il murmure, il discute quelque chose avec le prince, là, que t'es un peu trop loin pour comprendre, là. Mais ça semble être une espèce de... une opposition, là. Mais... Puis le prince fait juste le regarder. Puis il fait signe de la tête. Puis il rentre à l'intérieur. Et les grandes portes s'ouvrent. Et là, les charrettes passent de part et d'autre de ce spectacle lugubre. Tandis que plein de roses gorgées de sang et d'aigles morts qui sortent de la charrette de la rose. Et vous rembarquez dans la carriole. Dame Ruby ferme la porte.
Est-ce que tu veux faire quelque chose, Primrose, tandis que vous vous mettez en action et en mouvement à l'intérieur de l'enceinte? Ben, je crois que je voudrais la questionner, là. Cette entrée en matière est assez particulière. Je ne m'attendais pas à ça. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Est-ce que ce sont des habitudes que vous avez? Non, non, personne n'a l'habitude de faire un tel affront au prince. Ces aigles morts, c'est une attaque directe envers la famille royale, la monarchie. Le duc Marcelin doit avoir perdu la tête. Et son cocher va la perdre probablement très bientôt lui aussi. Mais non, c'est assez inhabituel. Et pourquoi donc agir ainsi? Je suis bien curieuse de savoir ce qu'il y avait dans cette lettre. Puis elle te regarde. Vous êtes petite. Vous êtes discrète. Si jamais l'occasion se présente, récupérez cette lettre pour moi. Vous êtes perspicace. Je vais tenter le tout. Puis elle jette un coup d'œil à Petit Homme, puis elle jette un regard, puis elle cherche ton approbation, savoir si elle peut discuter librement devant lui. Est-ce que tu fais confiance à Petit Homme? Ouais. Oui, je vais hocher de la tête. Que faisiez-vous à l'intérieur de cette charrette? Je ne vous avais pas aussi curieuse, Primrose. Eh bien, tout simplement, je trouvais étrange que cet homme ne veuille pas bouger. Il était là pour une raison, donc je me disais que j'allais aller voir quelle était cette raison. J'ai mal fait? Eh bien... Puis son regard devient très lourd, sombre, elle fixe entre ses pieds, puis toute cette belle énergie, puis cette belle couleur là, qui émane d'elle, là, c'est comme si son chakra, là, si tu veux, là, commence à se refermer tranquillement sur elle. Là. Puis elle va juste plonger ses yeux dans les tiens. Ici, à Castel-du-Cap, votre curiosité pourrait vous coûter la vie, Primrose. Soyez prudente. Je ne vois pas du tout d'un mauvais œil d'être accompagné d'un petit être. Mais souvenez-vous que les membres de votre peuple ne sont pas les bienvenus partout, encore moins lorsqu'ils se mettent le nez là où ils ne devraient pas. Mais pour ma part, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. D'accord, je trouvais ça un peu contradictoire puisque vous venez de me demander de me mettre le nez dans les lettres, donc... Moi? Oh non, jamais je n'oserais faire une telle chose, voyons. Il fait un petit clin d'œil. Et votre charrette rentre à l'intérieur de l'enceinte et t'entends les portes se refermer derrière vous. Puis, on va faire un petit ellipse temporel pour ne pas nécessairement jouer chacune des prochaines scènes, mais dans les heures qui suivent, il y a 3 choses dignes de mention. La première, c'est que vos charrettes sont inspectées. Sont inspectées comme si justement on cherchait quelque chose. Est-ce que tu questionnes à savoir pourquoi? Je pense que je ferais le lien logique puisqu'il y avait une charrette avec un truc déplaisant destiné au prince, on veut pas que ça se répète. C'est le lien que je ferais. Okay. Tu vois qu'une fois rendu à l'intérieur de l'enceinte, justement, les gens cherchent un peu, puis il y a un nom qui circule sur les lèvres. Oui, peut-être que les gens cherchent la rose, mais il y a aussi le nom de Edmond Boulanger, le rat, le boucher de Richtown, qui circule à travers les choses. Puis à chaque fois qu'il y a un garde qui ouvre votre charrette pour inspecter, il est comme toujours un peu super stupéfait là, de te voir. Puis il regarde Lady Woodwood, mais il questionne rien, tu sais. Première chose digne de mention. Deuxième chose digne de mention, c'est qu'on va remettre à chacune des familles nobles un grand coffre qui devra rester à l'intérieur de la charrette, mais vu ce qui vient de se passer à l'extérieur puis de la menace directe qui a été faite à la famille de l'Aigle, on va vous demander de laisser toutes vos armes à l'intérieur du coffre. Ce à quoi s'oppose évidemment très violemment Sir Florent, pardon, j'allais l'appeler Flavien, mais non, pas dans une galaxie près de chez vous ici. Sir Florent. Et on autorise que les chevaliers anoblis conservent leur épée et on vous laisse la possibilité à tous de conserver une dague. Mais si tu as avec toi une rapière, une lance, un boomerang ou quelque chose,
tu devras la déposer dans le coffre ou bien essayer de la dissimuler. Et ça doit être quand même dur, cacher une rapière. Mais tu peux peut-être essayer de la cacher ailleurs que dans le coffre. Est-ce que tu voudrais tenter de faire ça? Oui, je vais essayer de la cacher sur Hercule. Ok, très bien. Je crois que si j'ai la possibilité de m'adresser à lui, je lui demanderais, là, je serais comme... Hercule, est-ce que tu peux garder ça pour moi, s'il te plaît? Puis je t'offrirai ma rapière. Cache. Je vais te demander de faire un jet de Deception, s'il te plaît. La marque à atteindre est 12, encore une fois. 12. Oh, wow, nice. Tu profites de cette espèce de brouhaha, puis il passe à l'intérieur de son grand manteau dans son dos, là. Puis il rajuste sa ceinture à sa taille, puis... Tu sais, c'est quand même bien caché, mais s'il se fait fouiller, ça va être vu, là. Mais pour l'instant, au moins, c'est pas dans le coffre. Toutes les armes sont déposées, puis tu vois qu'à ta grande surprise, Lady Woodwood dépose plein d'armes. OK? Elle dépose un petit... Ce qui semble être un mini arbalète, genre, mais avec un grand tube de métal puis de la poudre noire, t'as jamais vu ça. Elle le dépose à l'intérieur du coffre, elle sort des dagues, elle les dépose à l'intérieur du coffre, elle tape sur le plafond puis elle dépose une grande épée à l'intérieur du coffre. Tu sais, elle se conforme au règlement. Tout le monde dépose les armes, mais vous pouvez garder vos dagues puisque c'est utile pour manger et autres, c'est vos ustensiles. Et toi, t'es capable de dissimuler ta rapière. C'est la deuxième chose digne de mention qui se produit. Et la troisième chose digne de mention qui se produit à l'intérieur de l'enceinte, c'est que tout le monde plante les pavillons. Les couleurs commencent à être déployées, les charrettes sont stationnées, les chevaux sont placés dans les écuries, et le lieu soudainement est très embelli. Et pour la plupart des gens qui vont être présents sur place, à moins que tu me dises le contraire, peut-être même pour toi, l'événement qui se trouvait de l'autre côté de la porte quitte vos esprits. Cette espèce d'altercation avec la rose, là, c'est chose du passé. Ici, c'est la fête, c'est visible. Il y a des grandes couronnes de fleurs. Il y a des grandes tables qui sont placées à l'intérieur de l'enceinte pour pouvoir probablement avoir des festivités extérieures, une petite scène tout de suite que tu vois. Les gens se déplacent. Il doit y avoir environ, là, en tout et partout, juste pour les besoins de notre aventure, peut-être 60 personnes, incluant les invités à l'intérieur de Castel-du-Cap. Puis, tandis que tu scrutes un peu l'horizon, on va simplifier les choses. Il y a une écurie et un chenil. Okay. Il y a l'enceinte intérieure. Une baraque pour les gardes. Donc, baraque et chenil et écurie, c'est les seules habitations à l'extérieur du manoir. Il y a évidemment les murs de l'enceinte. Et il y a le grand manoir devant vous. Et vous êtes comme ça guidé à l'intérieur du manoir de l'Aigle. Grands pavillons qui sont placés à l'extérieur, qui frappent justement ce décalage de couleurs pour réaffirmer le statut du bâtard de l'Aigle. Et quand vous rentrez à l'intérieur, Primrose, t'as jamais vu autant de luxe concentré en si peu d'espace. Il y a des grands tapis, là, très épais. Là. Tes pieds d'alpheline, est-ce que t'as les pieds nus, Primrose? Oui. Ouais. Tes pieds d'alpheline là, se déposent sur le tapis. Là. C'est plus doux que le petit tourbe dans les premiers jours d'été. Alors que tes pieds se déposent dessus, c'est doux, c'est fin, ça te caresse, ça te flatte. Le bois travaillé autour de toi, on dirait qu'il n'y a jamais eu aucun nœud dans tout ce que tu pourrais voir de mobilier. Tout est limé, sablé à la perfection, verni, chatoyant, un grand lustre qui est éclairé de plein de grandes chandelles et bougies. Toi qui es habitué à la lumière des torches, là c'est magnifique, ça irradie, les fenêtres sont immaculées. Il y a juste les vignes à l'extérieur qui cachent un petit peu, qui sont en fleurs. C'est magnifique. Il y a un grand escalier qui monte justement à l'étage, probablement vers les appartements là où vous allez diriger. Mais juste encore une fois, pour continuer dans la description des lieux, à cet étage-ci, il y a une grande salle et des portes closes. Que tu sais pas, ça mène nous pour l'instant. Mais il y a une grande salle visible avec les portes grandes ouvertes, une grande salle de bal. C'est pas une salle d'audience austère et triste là, avec des grosses pierres. Là. Non, c'est de la céramique colorée qui est au sol. Il y a des motifs de l'art partout, omniprésents autour de toi. Pas de l'or, le métal, mais de l'art avec un A. Et là, on vous guide justement à l'intérieur de cette grande bâtisse, de ce manoir, jusque dans votre aile. Et tous les invités semblent être logés dans la même aile, l'aile des invités. Et de la façon dont c'est fait, il y a une pièce par famille noble qui se décline ensuite de ça
en plusieurs autres petites pièces. Vois ça un peu comme une chambre commune à Poudlard. Vous avez votre petit salon qui mène après ça vers une chambre très riche qui appartient visiblement cette fois-ci à Ruby Weirdwood. Et ensuite de ça, il y a d'autres petites pièces. Et toi, tu vas partager ta chambre avec Hercule, dont le lit a été retiré pour juste mettre une paillasse en vitesse, là, parce qu'elle avait visiblement cassé tout le mobilier. Là. Puis un petit lit pour Tom, ton petit lit à toi, des rideaux pour pouvoir vous changer, avoir un brin d'intimité, une bassine et un pot de chambre. C'est très simple, mais encore une fois, tout est super riche autour de toi. Et vous êtes placés comme ça dans vos appartements. Et Lady Weirdwood t'informe que ce soir se tiendra le banquet, le bal de bienvenue. Et elle te murmure à l'oreille que personne d'autre que toi et elle savent que c'est toi qui vas être la ménestrelle de la famille Weirdwood ce soir. Elle te dit donc de te préparer en conséquence. Et tu as la journée devant toi. Que fais-tu, Primrose? Probablement que je vais faire en sorte, je ne sais pas si j'ai plein de beaux habits ou si j'avais juste les habits que j'ai complètement salis en rentrant dans la charrette. Quand Petit Tom reprend son par-dessus puis que Lady Weirdwood se rend compte que c'était tout sale, là, elle est visiblement très vexée, là, mais elle va puiser dans une partie de ses propres vêtements puis les vêtements de rechange qu'elle a amenés avec vous. Il y a une personne qu'on n'avait pas nommée jusqu'à présent, je m'en excuse, je l'ai noté sur ma feuille, mais je ne l'ai pas nommée. Dans votre groupe aussi, il y a Dame Félicité Marguerite, qui est un peu, je ne vais pas utiliser le terme de bonne parce que c'est peut-être un peu réducteur, mais la dame de compagnie de Lady Weirdwood, qui s'empresse de comme essayer de nettoyer le plus de choses qu'elle peut, puis de remplacer tes vêtements, là. Une espèce de vieille madame, tout ce qu'il y a de plus genre dame de compagnie, là, avec son petit bordel, là, puis tout ça. Voilà. OK. Donc, premièrement, c'est sûr que Primrose va s'excuser, va être comme je m'excuse, Dame Félicité, je ne voulais pas vous donner plus de travail. Je ne savais pas que ça allait arriver. Parle pas, c'est un mot gris, là. Elle est pas contente. Excellent. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est vraiment tenter de mettre mes plus beaux habits pour déjà que du premier coup d'œil, j'attire l'œil ou du moins que je puisse avoir l'air aussi noble que les autres, malgré ma petitesse. Et je vais prendre un bon vieux parchemin, une plume et tenter d'écrire quelque chose de spécial pour chanter ce soir-là avec mon luth. Donc, je vais jouer du luth pour la soirée. Très bien. Tandis que tu prépares justement tes différents instruments, que tu te recueilles, ce que ça va te permettre de faire, puisque tu n'utilises pas nécessairement la journée pour pouvoir aller explorer, investiguer ou autre, je vais te remettre un point d'inspiration que tu pourras utiliser sur n'importe quel jet relatif au charisme, puisque tu te seras préparé en conséquence. Est-ce que je pourrais aussi en profiter pour parler avec Dame Ruby ou elle est trop occupée durant cette journée? Tu vois que, mis à part boire puis elle aussi se préparer, elle ne fait pas grand-chose, là. Elle attend les festivités. Pas mal toutes les familles sont là à décharger leur stock. Tu vois votre cocher là, qui fait des allers-retours entre votre charrette puis la chambre à amener des coffres, des valises et autres. Mais elle est là puis elle fait pas grand-chose. Elle profite de la vie, elle lit de la poésie, elle est assez relax dans sa chambre. OK. Je vais aller la voir puis je vais lui dire... Désolée de vous déranger, madame. J'aurais une question pour vous en vue de la soirée que nous allons avoir. Eh bien, posez, petite personne, posez, et je tenterai d'avoir une réponse. Est-ce que vous connaîtriez un sujet qui pourrait intéresser le prince afin que je puisse lui écrire des paroles qui lui sont dignement destinées? Eh bien... Il est certain qu'il y a un sujet qui l'a toujours fasciné plus que les autres. Mais c'est un sujet un peu dangereux. Il s'agit de Mathilda de Lombardie, la défunte duchesse. Si vous voulez, je suis convaincu qu'il y a de nombreux portraits dans le manoir qui la représentent. C'était, pour lui, la chose la plus intéressante, la plus belle, la plus délicate. Bien que, Dame de Lombardie avait un caractère à n'en revirer plus d'un sur leurs bottines. Mais est-ce que cela ne risque pas de raviver des douleurs si j'évoque le sujet? Eh bien, je me suis posé la question. Parce que c'est assez étrange, n'est-ce pas, qu'un prince décide d'organiser une grande célébration alors qu'il est encore dans le deuil. Cela fait à peine 6 lunes.
qu'elle est décédée, la pauvre. Et il nous invite tous ici, tandis que l'été est à nos portes, elle qui était reconnue pour cultiver son grand jardin de fleurs. Alors, je présume qu'il tente, au contraire, de garder le souvenir bien vivant. Hmm. D'accord. Alors, je prends en note et j'irai m'inspirer du faciès de cette dame. Bien. Merci pour ces informations précieuses. Aucun problème. Si vous aviez la chance, Primrose, de ne pas gâcher vos plus récents habits, je vous en serais très reconnaissant. J'essaierai très fort de ne pas me retrouver dans des ronces par inadvertance, dame. Très bien. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs avec la rose que tu avais à l'intérieur de tes vêtements que tu avais subtilisé plus tôt? Je pense que je la garderai dans la chambre en espérant éventuellement pouvoir l'utiliser pour passer un message ou j'aimerais ça la sortir à un moment donné pour l'utiliser comme un peu un symbole. Parfait. Où est-ce que tu la déposes? Est-ce que tu la caches ou... oui, c'est ça. S'il y a comme une petite table de chevet avec un tiroir, probablement que j'essaierais de la mettre là, dissimulée sous un foulard ou quelque chose pour que je voudrais pas nécessairement en parler à Petit Homme ni à Hercule. C'est ça, je garderais ça pour moi pour que ça fasse un peu un effet de surprise. C'est ce que j'espère faire avec la rose. Très bien. Tu places la rose dans le tiroir. Et parlant d'effet de surprise, tandis que tu refermes le tiroir, t'entends cogner à la porte de vos appartements. Et tu te retournes, puis tu vois même que dans ta petite chambre, là, il y a une porte, mais il n'y a pas de serrure. Puis que la porte principale de vos appartements, de ce qu'on va appeler justement la chambre des Weirdwood, là, elle est protégée par une serrure assez simple. Et la porte de Dame Weirdwood, elle est protégée d'une grosse serrure. Donc, votre chambre commune peut être barrée. La chambre de Lady Weirdwood peut être barrée à double tour, mais la tienne, la porte peut juste être fermée. Et ça cogne à la porte. Est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu laisses quelqu'un d'autre le faire? Non, j'irai répondre. Très bien. Fait que tu vois que tu te dépêches, tu passes devant les autres, puis il semble pas y avoir trop d'action. Tout le monde est un peu concentré à essayer de se mettre propre. Puis tu sais, Hercule peigne ses cheveux, puis ils redeviennent tout croche, puis il se repeigne les cheveux, ils redeviennent tout croche. Puis tu te faufiles à travers les gens, puis tu te rends jusqu'à la porte. Tu débarres le loquet, il t'ouvre, et de l'autre côté, il y a un personnage un peu étrange qui te fait face. Un grand homme dans une grande robe, les mains jointes à l'intérieur de ses manches. On ne voit pas ses mains. Il y a des tatouages qui passent par-dessus un de ses deux yeux. Il y a le visage, pas de poils ni de pilosité faciale, à l'exception de comme une espèce de gros sideburn là, qui couvre tout le coin de sa mâchoire, qui la définit encore plus proéminente et carrée. Deux gros sourcils broussailleux, puis en plein milieu de son front, un tatouage en forme de serrure. Puis il se penche vers toi, puis il te regarde. Oh, je ne croyais pas avoir le plaisir de croiser une représentante du petit peuple à l'intérieur des appartements de la famille Weirdwood. Ravi de faire votre connaissance. Ravi aussi. Est-ce que Dame Weirdwood est présente sur place, je vous prie? Oui, elle est présente. Et qui l'appelle? Je me passe de présentation, petit personnage. Et qu'attendez-vous de moi? Vous voulez que j'aille chercher Dame pour vous? Votre perspicacité n'a d'égal que votre petitesse. C'est dommage car Dame Ruby m'a toujours demandé d'annoncer les gens qui la demandent. C'est dommage, car je crois que vous avez oublié que vous n'êtes pas ici chez vous. Allez chercher Dame Weirdwood, je vous prie, serviteur. Je vais me retourner et dire comme Hercule. Hein? Puis je vais lui pointer la porte pour comme qu'il se mette devant le gars pendant que je vais chercher Dame Ruby. Il dépose son peigne, puis il se place en avant de la porte, puis il regarde le monsieur, puis il sourit. Il est content, il trouve ça drôle, sa grosse barbe. Puis tu vas chercher Dame Ruby? Oui. Très bien. Sa porte est fermée.
Probablement qu'elle avait besoin d'un peu d'intimité ou qu'elle était tannée de se faire poser des questions, qu'elle voulait boire du scotch en paix. Qu'est-ce que tu fais? Je vais cogner. Très bien. Tu cognes, t'entends des pas feutrés. Elle ouvre la porte, puis tu vois qu'elle est resplendissante, là. Elle a revêti ses habits pour le bal, mais encore une fois, un mix un peu de comme vêtements très très féminins d'époque, mais avec 2 grosses bottes de cuir, là, qui jurent complètement avec son apparat, mais qui montrent que comme je ne peux pas être mise en cage. Et elle a du fard à paupières, là, c'est comme très coloré, là, c'est pratiquement comparable au maquillage de petit homme, là, tu sais. C'est super tape à l'œil. Puis elle ouvre ses grands yeux, puis elle te regarde. Oui, que puis-je faire pour toi, Primrose? Une autre question? Oh, tout d'abord, un compliment. Vous êtes magnifique, tout en beauté. Merci, je vous l'avais déjà dit, les roses doivent fleurir. Alors ce soir, je montre mes couleurs. Mais le temps me manque. Que puis-je faire pour toi, Primrose? Il y a un homme qui vous demande, qui n'a pas voulu s'identifier et qui m'a aussi appelé serviteur. Si vous pouvez, je peux vous le décrire un peu. En fait, je n'ai pas croisé beaucoup de gens avec un tatouage de serrure au milieu du front. Directement cette mention, elle te tasse. Non, tout ira bien. Puis elle se dirige vers la porte. Je la suis. Elle voit qu'Hercule comme cache un peu l'embrasure de la porte, là. Hercule, poussez-vous, s'il vous plaît. Puis elle se tasse. Puis il y a juste quelques secondes de silence un peu malaisante entre les deux. Dame Weirdwood, ravi de vous revoir. Votre beauté vous précède, tout comme votre réputation. Je suis venu ici, tel que discuté préalablement, afin de vous remettre vous savez quoi. Puis-je m'entretenir avec vous dans vos appartements, je vous prie? Dame Weirdwood vous regarde. Laissez-nous, s'il vous plaît. J'écoute ce que madame me dit. Est-ce que tu t'en vas dans ta chambre ou est-ce que tu sors de la chambre des Weirdwood? Eux, est-ce qu'ils vont se diriger vers les appartements privés de Lady Ruby ou ils veulent rester comme dans la salle commune? Ils semblent se diriger vers les appartements privés de Lady Ruby. OK. Ben, si eux quittent, moi, je resterai dans la salle commune. Très bien. Tu vois qu'ils rentrent à l'intérieur de la chambre, la porte se ferme, t'entends les 2 loquets, des verrous, puis quelques discussions un peu feutrées. Est-ce que tu veux écouter aux portes, Primrose? Oui, évidemment, oui. Je vais tenter d'y aller le plus discrètement possible. Je ne sais pas à quel point il y a du va-et-vient dans la chambre commune pour que les gens ne voient pas que j'ai l'air de suivre les 2 autres. J'essaierai vraiment de faire en sorte qu'on ne voit pas trop mon absence. OK. Il y a quand même un peu de va-et-vient, mais si tu fais un bon jet de furtivité, tu vas pouvoir te dissimuler. À titre indicatif, tu sais, il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, là, puis la porte de la chambre des Weirdwood est grande ouverte, là. Votre espèce de chambre commune là, qui mène dans le couloir là, est grande ouverte. Fait que si tu veux, tu peux prendre le temps de comme fermer toutes les portes, t'assurer qu'il n'y a pas personne, puis après ça aller écouter, mais c'est sûr que ça se fait au détriment d'entendre la conversation. Ouais, non, je pense que la seule affaire que je prendrais le temps de faire avant d'aller écouter, est-ce que Petit Homme il est là? Oui. OK. J'irai le voir, puis je ferai Petit Homme, j'ai quelque chose à te demander. Oui, je vous écoute. Si jamais on te demande où je suis, dis que je suis partie explorer, voir les portraits de la défunte femme du prince. C'est bien compris. Mais où es-tu, Primrose? Je crois que tu es parti explorer et que tu as regardé. Blablabla, puis il se promène comme ça, puis il essaie de comme aller voir les gens, puis tu l'entends qu'il sifflote, tu sais, puis quelques secondes après, il y a quelqu'un qui passe. Fait que tu sais, il essaie de faire le gay un peu pour toi, puis de te donner de la couverture. Puis là, Parfait. moment d'opportunité, te voilà seule avec la porte. Est-ce que tu accotes ton oreille sur cette dernière? Oui. Excellent. Je vais te demander de faire un jet de furtivité, s'il te plaît. 20 naturel, 25. Très bien. T'accotes ton oreille tout en douceur contre la porte, puis t'espères comprendre du mieux que tu peux la conversation de l'autre côté. On va faire un jet combiné. Je vais te demander de refaire un jet de perception, s'il te plaît. D'accord. 16. 16. OK. T'entends des bribes de conversation. C'est majoritairement l'homme en question qui parle. Tu entends Lady Weirdwood le nommer par un titre, Vizir. Et
Lui, ce que tu l'entends dire, disons avec ton 16, 3 informations. À titre indicatif, 18 t'aurais permis d'en avoir 4. Les 3 informations que tu entends, 1, il semble lui remettre quelque chose. OK. Deuxième information, qui est un peu énigmatique, il parle de l'absence de la rose créera un déficit. OK. Puis la dernière chose qui te fait peut-être parcourir un petit frisson dans l'échine, n'oubliez surtout pas de verrouiller votre porte. Puis D'accord. t'entends des pas qui se rapprochent de la porte. Je file comme si je n'avais jamais été là. Tu files et tu te retournes dans la salle commune et tu vois le vizir qui quitte la chambre. Il quitte la pièce, la salle commune. Puis juste derrière lui, comme si une ombre le suivait, tu vois quelqu'un dans à peu près les mêmes vêtements d'inspiration peut-être un peu plus Moyen-Orient. Là, c'est comme des grands vêtements, des grandes draperies autour d'eux, avec un capuchon sur la tête qui semble le suivre. Il y avait quelqu'un qui faisait le guet à l'extérieur de la pièce tout ce temps-là. T'appuies juste de l'autre côté de la porte. Est-ce que ton vin naturel de furtivité t'a permis de passer inaperçu? Je sais pas. Mais le vizir quitte. Et tu te retrouves seul dans la chambre commune. Et on va terminer notre partie ce soir alors que vous allez vous diriger vers le bal, tandis que tu vois Lady Wyrdwood sortir de la pièce. Et il y a une chose qui est très différente dans son apparat. Elle a un grand collier avec un grand médaillon qui représente aussi une serrure. Et on va terminer notre partie là-dessus, Primrose. Voilà. Chers auditeurs de Rage 2D, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à découvrir le début de cette première aventure, jouer dans la cour des grands. On se dirige vers le grand bal qui permettra à Primrose de laisser profiter les autres de sa douce voix, de ses douces paroles. Mais bon, ni une ni deux, on est bel et bien dans une aventure de jeu de rôle parce que y a de la magouille, il y a des intrigues, il y a des secrets. Et il y a aussi un épisode déjà disponible pour nos Patreons. Alors si jamais vous avez envie de sauter à pieds joints dans la prochaine partie de cette aventure, si mes calculs sont exacts, vous devriez pouvoir le faire à l'instant. Merci beaucoup Malika de te prêter à l'aventure. Merci à vous, C'est à toi. chers auditeurs. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.